Écoute, il semblerait que le sujet me mette tellement en colère que le chat là qui était assis tranquillement sur mes genoux, il était prêt lui aussi à démarrer calmement le podcast avec moi, avec nous. Eh bien, il a décidé de se lever d'un coup et de partir du bureau. Bon, blague mise à part, c'est vrai que c'est un sujet qui traite de points fondamentaux de l'énéagramme. Et quand je dis D, il y en a tout particulièrement 4 d'entre eux, on va les voir tout à l'heure, et sur lesquels il y a beaucoup de... Allez, j'allais pas dire le mot, mais je vais le dire, de conneries qui sont liées sur ce sujet. Parfois véhiculées par des personnes néophytes qui ne connaissent pas l'énéagramme ou qui pensent se connaître, mais aussi, hélas, parfois par certains professionnels. Et c'est terrible parce que sans le vouloir, ils appauvrissent finalement l'énéagramme, ils l'aseptisent de toute sa profondeur, de toute sa subtilité. Et en fait, finalement, en faisant quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'est l'énéagramme et ce qu'est la psychologie de la personnalité. On va voir tout cela ensemble au travers d'une phrase qui résume en tant que telle beaucoup de choses que j'ai entendues depuis des années sur ce sujet. Et crois-moi que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. On est parti, mais avant toute chose, avant de te dire cette phrase-là, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je suis Nico Pen, l'auteur de celui-ci. Donc tu es sur le podcast Connaissance de Soi. Et pour me présenter rapidement, je suis auteur et formateur en énéagramme. J'ai créé les formations numériques certifiantes technicien énéagramme, ma master énéagramme qui est la suivante, qui amène jusqu'au maître praticien énéagramme, ainsi que, donc, j'ai parlé d'auteur, j'ai écrit deux livres édités, parce que j'en ai écrit plus que ça, et l'un d'entre eux est le petit livre de l'énéagramme, best-seller, édité chez First Edition. Quand je dis best-seller dans sa catégorie. On n'est pas sur des best-sellers à la Amélie Nothomb et consorts, que l'on soit bien d'accord. Donc, bon, allez, on revient un petit peu sur le sujet, justement. Si tu veux en savoir plus sur l'énéagramme, bon, là, il y a des points, j'en parle sur mes formations, mais on va beaucoup plus loin. Regarde les liens qui sont dans la description. Tu pourras avoir un petit peu plus en détail mon travail et la profondeur de ce que j'ai à t'enseigner. Alors, autre point aussi, avant de commencer, vraiment un gros disclaimer, je tiens à le dire, on parle de sujets qui ont tendance à m'agacer. Une de mes valeurs fondamentales, on parlera d'ailleurs sur un autre épisode de podcast des valeurs fondamentales, une de mes valeurs fondamentales, c'est la recherche de la vérité profonde des choses. Donc dès que je retrouve des choses, des concepts, des idées ou qui n'ont qu'une finalement finalité, c'est nous éloigner de celle-ci et nous amener sur plus de confusion et d'erreur, ben ça me rend fou. Donc je tiens à te le dire en avant. Et donc je te parlais d'une phrase clé. Et cette phrase, en fait, c'est un peu celle qui synthétise les idées, vraiment toutes les erreurs que l'on peut faire sur l'énéagramme et de tout ce que j'ai pu entendre il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'en ai entendu une il y a quelques jours de ça. C'est d'ailleurs celle-là qui m'a amené à faire cet épisode de podcast. Je suis si nécessaire. Une personne qui m'a dit « Ah tiens, c'est intéressant ce que tu fais Nicolas », sachant que la personne avait suivi ce que je faisais. J'ai regardé plus en détail les énéagrammes et la spirale dynamique. Dans tout ce que j'ai fait, jamais, aucune fois, j'ai parlé des énéagrammes. Je parle de l'énéagramme. Et donc, la phrase clé qui synthétise vraiment tout ce que j'ai pu entendre sur le sujet d'Aberrant, c'est « C'est sympa, les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis... j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. » Je te la relis. « C'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme. Mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. » Alors si tu connais un petit peu l'énéagramme, tu dois avoir un petit sourire sur les lèvres puisque tu dois voir déjà des choses qui grincent à l'oreille. Et en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il y a 4 erreurs fondamentales dans celle-ci. Donc on a parlé des énéagrammes qui en vient à la figure de l'énéagramme, ça c'est le dernier point, on va y revenir dessus. On va également faire un point fondamental sur la figure de l'énéagramme. Et la figure de l'énéagramme, c'est quoi? C'est un rond, un triangle et un hexagone, et un rien, ce ne sont les boutons de la manette PlayStation que sont le carré, le rond, le triangle et la croix. Bien que ça peut être intéressant de travailler ces symboles-là, mais ce n'est pas l'énéagramme. On va y revenir, ça en fait. Donc ça, c'est vraiment pour la notion les énéagrammes. On va voir pourquoi on dit l'énéagramme et pas les énéagrammes. Mais on va commencer déjà donc sur cette phrase. Donc
c'est sympa les énéagrammes, on m'a fait mon énéagramme. Donc on va déjà commencer par cette première partie de la phrase, on m'a fait mon énéagramme. Premier point, on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. L'énéagramme, ce n'est pas la numérologie, que l'on soit clair. Et d'ailleurs, pour des questions, et je comprends tout à fait que certains d'entre vous aient cette question-là, est-ce que l'énéagramme c'est comme la numérologie? Est-ce que on peut faire des ponts avec la numérologie? La numérologie, effectivement, on prend 9 chiffres. Mais l'énéagramme, c'est 9 types de personnalités, mais cela n'a absolument rien à voir. Que l'on soit clair, ça n'a absolument rien à voir. La numérologie, c'est une discipline que certains vont adopter, à laquelle certains vont adhérer, d'autres beaucoup moins. Et l'énéagramme, c'est une autre discipline qui, elle, parle de type de personnalité. Même si en numérologie, on pourrait parler un peu de ça. Mais bon, la numérologie n'est pas une discipline que je connais, n'est pas une discipline qui m'attire non plus. Autre point, on pourrait parler d'astrologie. Comme vous le savez, d'ailleurs, tu le sais avec Carla, ne serait-ce qu'avec Connexion Invisible, là pareil, tu as le lien dans la description. Regarde, les 2-3 premiers liens sont fondamentaux sur chaque épisode du podcast. Carla, donc ma compagne, qui bosse avec moi également sur l'énéagramme, avec qui on a fait aussi le fameux épisode sur lequel on en a parlé d'Amber Heard et Johnny Depp, d'analyse de personnalité, et un autre épisode qu'on avait fait avec elle sur l'astrologie, fait des thèmes astro. Donc elle travaille sur l'astrologie. Là pareil, elle aussi, elle est vraiment victime de ça. D'ailleurs, je t'invite vraiment à écouter le tout premier épisode qu'on a fait du podcast parce qu'on parle beaucoup de ça. L'astrologie aujourd'hui, telle qu'on la voit, c'est l'astrologie de magazine. C'est pareil, là aussi, c'est quelque chose qui, et je la comprends, qui la rend folle parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'étude, avec le travail d'un thème astral. Quelque chose qui est vraiment bluffante quand on le fait. Alors là, pareil. On peut y croire, on peut ne pas y croire. Moi, j'étais très sceptique vis-à-vis de l'astrologie pendant de nombreuses années, pendant plusieurs décennies. J'ai fait mon thème astral, j'ai changé d'avis. Bon, il y a d'autres choses qui sont passées également dans ma vie qui ont fait que j'ai une considération différente. On va dire que je suis sorti d'une vision du monde qui était plutôt rationaliste, matérialiste, mais pas scientiste, qu'on soit clair. Et pas non plus athée, qu'on soit clair aussi, mais ça on en reparlera peut-être un jour, ou pas, je sais pas si j'en parlerai de ça. Bref, tout ça pour dire que sur l'astrologie, sur le thème astral, lorsqu'on fait un thème, effectivement, on fait le thème à quelqu'un. On travaille, c'est à partir des données de la naissance que il va y avoir un travail d'investigation qui va être là-dessus. Lorsqu'on est dans l'énéagramme, on ne fait pas le type de personnalité d'une personne. Pourquoi? Parce que en fait, c'est enlever tout, et là c'est vraiment d'un point de vue des trésors de l'énéagramme, c'est enlever toute la subtilité, toute l'intelligence de l'énéagramme et toute la richesse de découvrir son propre type de personnalité. Le fait d'aller explorer à l'intérieur de soi, le fait d'aller chercher dans son inconscient, d'aller trouver les parties cachées de ton être, c'est ça qui va faire que c'est cette introspection-là qui va faire que tu vas grandir, que tu vas avancer, que tu vas t'enrichir de ce qui tu es. Si à un moment donné tu arrives et qu'on te dit « Ah ben tiens, ton type énéagramme c'est le type 3, et admettons que tu sois 3. » Ben ok, mais finalement, tout le travail, toute la recherche que tu vas faire, toute l'introspection et toute la confrontation que tu vas avoir au côté lumineux, mais aussi et surtout au côté sombre du type 3, eh bien tu vas t'en affranchir. Alors tu peux me dire, oui, mais au moins ça va me faire un raccourci, je vais pouvoir aller directement dessus. Non, non, non. Ça n'aura pas le même effet, ça n'aura pas la même puissance. Plus encore, et là on en vient au point clé, généralement, et j'ai vu ça, j'ai vu des choses mais vraiment aberrantes. On m'a fait mon énéagramme. Je posais la question, qu'est-ce qu'on t'a fait? Ben, on m'a fait un test. Ah d'accord, t'as fait un test. On va y venir, c'est ce point numéro 2. Et on m'a posé, combien on t'a posé de questions? On m'a posé une douzaine de questions. Là, je deviens encore plus fou. Et on m'a dit que j'étais 7. Et quand on discute à la personne, on voit son énergie qu'elle n'est pas du tout 7. Mais par contre, si on prend la spirale dynamique et qu'on voit cette personne, on se dit, ah ben tiens, elle a un niveau orange de spirale dynamique, et d'un niveau orange, on est très orienté sur la liberté, sur le plaisir. Peut-être qu'elle a un petit côté HP chez elle, qui fait que elle aime bien s'intéresser à beaucoup de choses. Mais en fait, quand tu regardes la personne, tu te dis, mais elle n'a pas du tout une énergie de 7. Et ça, c'est arrivé très souvent.
que des personnes se font faire, entre guillemets, leur énéagramme, mais que la personne en face n'est, soit pas compétente, ou deux, peut-être que cette personne est compétente, mais elle a un énorme biais. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir une personne qui est une personne inconnue, que tu la vois pour la première fois, ou que tu la vois peut-être 2-3 fois, que cette personne va chercher à trouver, c'est pas faire ton type de personnalité, déjà on fait pas le type de personnalité de quelqu'un, on cherche le type de personnalité de quelqu'un, va chercher à détecter ton type de personnalité. Déjà, un questionnaire, 2, ce n'est pas suffisant, ou 3, je sais plus à combien de points je suis, mais aussi au-delà de ça, il va y avoir de nombreux biais cognitifs qui vont se mettre en place. Et ne serait-ce que la relation que tu vas avoir à la personne va faire qu'elle ne va pas voir toute ta personnalité. Pourquoi lorsque, par exemple, pour prendre un parallèle, lorsque une personne va faire une psychothérapie, il faut des mois et des mois et des mois pour que le psy arrive à détecter, ne serait-ce que par exemple, si une personne a un trouble de personnalité, détecter le trouble de personnalité, ou détecter, si cette personne n'a pas de trouble de personnalité, détecter le fond du sujet. Pourquoi il faut des mois? Et pourquoi parfois il faut entre des mois et des années pour que la personne puisse arriver au nœud du problème? D'accord, on est sur de la psychothérapie. D'accord, on est sur une forme de thérapie qui est différente que les thérapies orientées solutions et autres. Cependant, pour prendre vraiment un point clé, on est quand même sur l'analyse de la personnalité. On est quand même sur une étude profonde de la psychologie de la personne. Et ça prend du temps. Et si tu te rappelles, quand on a fait l'épisode sur Johnny Depp et Amber Heard, donc on a mis des probabilités sur l'un et l'autre à la fin. Et notre analyse qu'on a fait de leur personnalité, elle s'est faite au travers de nombreuses recherches, d'une étude sérieuse. Lorsqu'à un moment donné, par exemple, je parlais de Steve Jobs, que je disais type 4 Steve Jobs, j'ai pas dit que Steve Jobs était 4, d'ailleurs, j'ai pas fait l'erreur de le regarder sur 2-3 trucs et puis le voir en train de présenter l'Apple Watch et le dernier iPhone et me dire c'est un entrepreneur donc il est forcément 3 ou 7. Non. Lorsque j'ai étudié la typologie de personnalité de Steve Jobs, j'ai regardé les interviews de lui, je me suis tapé sa biographie avec de 800 pages et ainsi de suite. Alors, c'est pas pour dire je fais les choses mieux que d'autres, parce que bien évidemment, je vais comme tout le monde, on a parfois des raccourcis, on va aller un peu vite, on peut se planter. Et d'ailleurs, peut-être que je me plante aussi. Mais lorsque je vais arriver à une déduction sur un type de personnalité d'une personne, ça va pas se faire comme ça. Ça va pas être accouché du jour au lendemain à une séance d'1 heure ou de faire le type énéagramme. Donc, tout ça vraiment pour faire vraiment comment dire, pour faire la prise de recul et la prise de conscience, vraiment c'est plus ça, que on ne fait pas le type d'énéagramme d'une personne, c'est irresponsable je trouve, et encore moins sur une pauvre séance de 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures. Ce n'est pas possible. Et quand bien même on aurait la chance de trouver le type de la personne, parce que ça peut arriver, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus caricaturales que d'autres, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, eh bien, justement, vont correspondre exactement à leur profil au moment où on va les rencontrer. Eh bien, là, à ce moment-là, ça ne sera pas suffisant parce que ça aura enlevé tout le travail de recherche chez la personne. Et d'ailleurs, en parlant de moment, justement, quand on a une personne, si vous prenez un type 7 énéagramme, qui a une énergie plutôt d'enthousiasme, d'énergie forte et autres, et que vous cueillez une personne en type 7 énéagramme juste après un moment de méditation profonde ou un moment de relaxation, ben vous allez avoir du mal à trouver le type 7 énéagramme. Hein. Et vous allez dire, ah, cette personne elle est zen, elle est peut-être 9 ou autre, peu importe. Tout ça pour dire aussi qu'en fonction du moment où on se trouve dans notre vie, en fonction du moment dans la journée, de l'humeur dans laquelle on est, eh bien, ça va forcément nuancer notre type énéagramme. Plus encore, pour vraiment enfoncer une dernière fois le clou, quand on va être face à une personne que l'on ne connaît pas, ben forcément, il y a des masques qui vont se mettre en place. C'est des masques qui nous aident à nous intégrer à une société. Et donc, ces masques-là, eh bien, justement, ils vont faire qu'il y a des parties de nous qu'on ne montrera pas. Et c'est tout à fait normal. Alors, donc là, on a vraiment
élucider le premier point, on ne fait pas le test, on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. Donc je recite la phrase. C'est sympa les énéagrammes, on m'a fait mon énéagramme, mais depuis j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Alors, on m'a fait mon énéagramme, on sait ok. Et le second point qui est tout aussi aberrant, j'en ai parlé dans le premier point donc ça va aller très vite. On m'a fait mon test énéagramme. Ça j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos, j'en parle dans mes formations, j'insiste là-dessus sans arrêt. J'ai même, il y a quelques temps de ça, refusé une collaboration parce que justement, c'était la personne voulait mon appui par rapport à un test énéagramme, donc déontologiquement, c'était hors de question. Donc ici, un test énéagramme, on ne fait les tests énéagramme, ça ne permet pas de trouver son type énéagramme. Je vais rappeler cette petite histoire que j'ai racontée maintes reprises. Avant de connaître mon type énéagramme, je suis tombé, c'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi, c'est parce que j'ai vraiment fait cette erreur-là. Comme je cherchais de façon frénétique mon type énéagramme et que j'avais pas, un peu en mode foufou, j'avais pas pris le temps d'aller plus loin que les descriptions, ce qui était une grave erreur. Oui, j'ai fait plein d'erreurs, il faut pas croire, hein. J'en ai fait un paquet, hein. Et j'en fais encore. Alors, bon, sur l'énéagramme, ça va mieux, mais sur d'autres disciplines, sur d'autres... on fait tous des erreurs. Bref. Et donc, sur mes recherches, j'avais fait plein de tests. Et j'avais même, je me rappelle, payé un test sur d'ailleurs une école d'énéagramme, maintenant que j'y pense, qui avait pignon sur rue. Je trouve ça, ouais, bon, bref, on va pas aller plus loin, on va pas, bref. Et en fait, à chaque fois que je faisais les tests de personnalité, ils me donnaient toujours les 3 mêmes profils. Alors, je donne jamais mon type énéagramme de façon ouverte. Il y a que, comme je dis toujours, il y a que mes amis et les élèves de mes formations qui connaissent mon type énéagramme. Mais tout ça pour dire que les types énéagrammes qui ressortaient, bon, allez, bah, je peux te les donner. À chaque fois que je faisais les tests, il y avait toujours le type 2, 3 et 8 qui ressortaient, sans arrêt. J'avais 2, 3 et 8 quand je faisais les tests. Et en fait, ceux qui me connaissent disent, mais en fait, Nicolas, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les tests, ils sont basés sur le comportement. Et un comportement ne va pas aller, encore une fois, sur le fond de la psychologie de la personnalité. Par exemple, le fait de vouloir aider les autres, de vouloir apporter aux autres, qui est très orienté sur le 2, de vouloir faire plaisir, eh bien, que j'ai en moi. Eh bien, cette partie-là, ok, si on prend cette base, on peut se dire, ah ben ça c'est du 2. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est la motivation qui est cachée derrière. Quelle est la motivation qui est cachée derrière cette approche-là? Si on prend le 8 par exemple, sur le 8, eh bien il peut y avoir un côté confrontant. Un côté où dire les choses se cachent. Tout à l'heure, on a commencé le podcast, je me suis dit, bon, allez, on va dire les mots des conneries. Et c'est vrai que des fois, voilà, je vais pas tourner autour du pot ou dire des choses parce que ça va faire plaisir. Non, à un moment donné, les choses doivent être dites et de façon directe. Donc, c'est vrai que je peux avoir cette approche directe qui parfois se voit pas forcément sur, on va dire, sur le contenu public. Encore une fois, c'est toujours pareil, on reste la même personne, et d'ailleurs moi je suis toujours le maximum transparent quand je parle avec toi, tu vois, que ce soit sur les formations, que ce soit... Alors le podcast c'est vraiment le format idéal parce que c'est un format plus conventionnel, la vidéo c'est un peu plus difficile parce que bon l'exercice vidéo a fait, mais dans tous les cas, on est toujours dans une... Je vais pas dire... Si, on a tendance à montrer une partie de soi qui est adaptée à la situation, adaptée aux médias, adaptée à l'auditoire. Donc on est toujours dans l'adaptation. Et en même temps, pour reparler du côté frontal, quand j'ai fait le test, ben voilà, sur le côté 8, mais oui, mais peut-être qu'on peut l'expliquer d'une autre façon. Et peut-être même que ces choses-là qui apparaissent, qui transparaissent sur un test de personnalité, comme lorsque je te disais tout à l'heure, une personne, eh bien, on lui fait son énéagramme et elle est 7, mais peut-être qu'en fait, ce qui se transparaît n'a rien à voir avec l'énéagramme. Ça aussi, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est pas une erreur, mais c'est on va dire, un lieu dans lequel
toute personne qui va rentrer dans l'énéagramme va, à un moment donné, tomber, qui est la surinterprétation. Dans le sens où on va, c'est d'ailleurs même pas le bon mot, dans le sens où on va avoir tendance à tout interpréter sur la personnalité de quelqu'un au regard de la grille de lecture énéagramme. Je suis tombé dans ce piège-là, Carla est tombée dans ce piège-là, on est tous tombés dans ce piège-là, des élèves à moi aussi, d'ailleurs c'est pas pour rien que j'en parle et que je fais en sorte, mais c'est normal, ça fait partie du chemin. Et donc pour en venir justement sur les tests de personnalité, à un moment donné, ben oui, effectivement, une personne peut montrer un côté qui peut s'apparenter à du 7. Mais est-ce qu'il y a l'évitement de la souffrance parce que ça, c'est vraiment le fond du type 7. Le fond du type 7, c'est pas qu'on aime la nouveauté, c'est qu'on aime le fun et qu'on finit pas les projets. Non, ça, c'est le comportement qui peut ressortir. Mais l'énergie de fond du 7, c'est l'évitement de la souffrance, l'évitement de l'enfermement. C'est je cherche le plaisir, je cherche l'abondance pour ne pas me confronter à ces moments de souffrance. Donc on voit que finalement, on est vraiment dans un autre sujet, bien plus profond. Et ça, aucun test ne permettra de mettre le doigt là-dessus. Et c'est pour ça que ça demande du temps. Donc là, on est OK. Donc on va récapituler. On ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un et les tests, voilà. Et pour finir l'anecdote dont je t'ai parlé en amont, donc j'ai fait plein de tests énéagramme avant de connaître mon profil et je me suis dit avec ma bonne partie scientifique, j'ai dit tiens, on va refaire une autre expérimentation. Maintenant que je connais mon type énéagramme, je vais revoir ces tests. Parce que forcément, quand on a son type de personnalité, enfin, quand on connaît, quand on ne le connaît pas, ben, il peut y avoir une forme de biais. Mais aussi quand on connaît, ben, par exemple, une forme de biais, ah tiens, j'aimerais être plutôt tel profil que tel autre profil. Parce que souvenons-nous que j'avais fait un premier test, puis j'avais lu quand même un petit peu sur les profils. Et après, une fois qu'on connaît son type de personnalité, ben, là aussi, il peut y avoir un biais. Parce que forcément, quand tu vois une question, et tu te dis, ah ben tiens, là, j'arrive à décerner un petit peu, là, il veut m'amener là ou là. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ce genre de choses-là. Et donc, je me suis dit, tiens, on va voir avec deux perceptions de l'énéagramme différentes, c'est-à-dire avant connaître mon profil, après connaître mon profil, qu'est-ce qu'il en ressort? Et ce qui était fou, c'est que après ça, eh bien, mon type de personnalité ne ressortait toujours pas. Et là, ça avait légèrement évolué, mais on va dire que ça avait éliminé beaucoup plus le 8. Mais c'était assez drôle, quoi. Et je trouve que ça en dit long. Ça en dit long sur ça. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres disciplines de typage de personnalité. Je sais plus, je me rappelle. D'ailleurs, ça m'avait un peu... je dirais pas, le mot est fort, je vais pas dire choqué, mais ça m'avait un peu surpris, une discipline de personnalité, d'ailleurs je vais pas nommer le nom volontairement, qui se base sur justement un test de personnalité qui est assez costaud, qui fait, je sais pas, une quarantaine ou cinquantaine de questions. Et après, on nous dit, ben en fait, ce test-là de personnalité, il a 70% de fiabilité. Donc 70% de fiabilité, ok. Bon, la question on pourrait aller plus loin, c'est par rapport à quoi. Mais plus encore, après, donc on prenait, genre, pour argent comptant les résultats du test, en disant, ben voilà, ma typologie de personnalité, c'est ça, parce que le test de personnalité dit que ça a donné ça, mais en même temps, il y a 70% de chances que c'est juste. Donc il y a quand même 30% qui sont fausses. Donc ça veut dire que il y a 3 personnes sur 10 qui ont des erreurs sur leur test. Et on prend ça. Bon bref, ça m'a un peu perturbé. Voilà, donc là on revient à nos moutons, parce qu'on part dans tous les sens, mais en même temps c'est ça qui donne toute la richesse de ces podcasts, du moins je le crois. Dans tous les cas, je ne compte pas changer là-dessus. Allez, on reprend la phrase. Donc je reprends la phrase. C'est sympa les énéagrammes. Oui, parce que maintenant, je fais une voix derrière. C'est sympa, les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Alors,
Point numéro 2, 1, on ne fait pas de test. Point numéro 2, on ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. Point numéro 2, les tests, ça ne marche pas. Point numéro 3, j'ai changé d'énéagramme. Déjà, d'un point de vue sémantique, et ça on en viendra au point 4, on ne change pas, on ne dit pas j'ai changé d'énéagramme, ou j'ai fait mon énéagramme, on dit on m'a fait, ça m'écorche de dire ça, on m'a fait mon type énéagramme, et on pourrait dire j'ai changé de type d'énéagramme. Et donc on arrive au point 3, on ne change pas son putain de type énéagramme. Ça, je crois que c'est un des trucs que j'ai dit le plus. Et je m'en rappellerai toujours, je te racontais cette histoire. J'étais à un gros événement. Tu sais, ces gros séminaires où tu as 500 000 personnes et où tu as des pitchs motivation, tu vois, très sympa pendant 3 jours. Et donc j'étais venu pour assister, tu vois. Donc j'étais pas un des conférenciers sur ce séminaire-là. Et pendant les pauses, ben, forcément, il y a des gens qui me connaissent un petit peu, qui me voient. Et il y a une femme qui vient me voir et qui me dit « Ah oui, bonjour Nicolas, tu fais de l'énéagramme et tout, j'ai vu... par contre, je suis pas d'accord avec toi, j'ai vu une vidéo que tu as fait sur l'énéagramme, tu disais qu'on change pas de profil énéagramme. Et je suis pas d'accord avec toi. » Et donc je dis ok, d'accord. Et j'ai dit oui, on ne change pas de type énéagramme. Non, je suis pas d'accord. D'accord, pourquoi? Et en fait, la personne n'avait aucun argument à me donner et ne connaissait pas l'énéagramme, mais ça l'avait dérangé fortement qu'une discipline comme l'énéagramme dise que tu as tel type de personnalité et que tu en changes pas. Et je me rappelle quand je lui expliquais de façon concrète, rationnelle, de façon experte, je dirais, parce que là on peut dire le mot, sur l'énéagramme, ben en fait, je la voyais, c'était vraiment le non-verbal, était incroyable. C'était les bras croisés, fermés, et vraiment le regard avec, genre, je veux pas entendre ce que tu as à me dire, je veux pas t'écouter, je veux pas, et pourquoi? Parce que c'est en train d'aller à l'encontre de mes croyances. Et là, c'est vraiment un point clé. C'était les croyances fondamentales de cette personne. Et effectivement, par rapport à son système de croyances, le fait de ne pas changer de type de personnalité, c'était très gênant. Sauf que, en fait, c'est plus subtil que ça. L'énéagramme, on parle de type de personnalité et depuis quelques années, tu m'entends dire famille de personnalité. Et pourquoi? Parce que je trouve que le terme est beaucoup plus adéquat, beaucoup plus juste. C'est-à-dire que dans une famille de personnalité, il y a plusieurs membres de cette famille. Mais en même temps, comme à un moment donné, quand tu nais avec tel nom de famille, avec tel patrimoine familial. Alors on pourrait parler du patrimoine génétique, mais même une personne un enfant adopté ou autre, va avoir toute une histoire familiale qui va être celle de son enfance. Et cette histoire, elle est très forte. Elle va véhiculer des valeurs, elle va véhiculer la vision du monde, forcément. Elle va véhiculer une histoire, elle va véhiculer un langage commun. Et voilà, le langage, c'est pas mal comme exemple. C'est qu'à un moment donné, tu peux apprendre d'autres langues. Par exemple, tu parles français et dans ta vie, tu vas être amené, peut-être comme moi, à vivre dans un autre pays, comme au Chili. Mais aujourd'hui, je parle l'espagnol. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne parle pas l'espagnol d'Espagne, je parle l'espagnol du Chili. Je parle l'espagnol du Chili, mais je parle français. Et mon langage maternel sera toujours le français. Et certes, de temps en temps, je pourrais rêver en espagnol. Certes, de temps en temps, certes, quand je parle en espagnol, j'ai pas besoin de réfléchir quand je parle, mais mon langage naturel, c'est le français. Ça reste le français. Ça reste ma base. Et la plupart des pensées que j'ai dans la journée, la plupart de mes rêves se font en français. Ce qui veut dire, en d'autres termes, si on prend l'allégorie jusqu'au bout, qui est même plus qu'une allégorie, c'est que sur les types de personnalités, c'est exactement la même chose. Ton type, ta famille de personnalité, c'est ta langue maternelle. C'est ta façon de communiquer avec le monde. C'est
un type de personnalité, c'est des croyances, c'est une vision du monde, c'est des compulsions émotionnelles, et c'est des choses qui s'ancrent très tôt dans l'enfance. C'est pas pour rien que on peut voir à l'âge de 5, 6, 7 ans le type énéagramme, mais moi j'ai même vu des gamins à l'âge de 3, 4 ans. J'ai même un exemple qui est encore plus fort d'un type 9, et en discutant avec cette personne, que son type 9 ressortait même dans l'attitude que cette personne avait sur les 2 premières années de sa vie, en tant que bébé. Donc bon, ça pose d'autres questions. On va pas rentrer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui peut être à débat et autre, qui a un autre terme et qui a mis à la question, c'est quand naît le type énéagramme d'une personne. Toujours est-il que, sur les faits, j'ai vu des gamins de 3-4 ans, un gamin, je me rappellerai très bien de ça, j'ai 2 exemples comme ça, d'un gamin de 3-4 ans, dans un anniversaire, où on voyait clairement le type 8 énéagramme. Et ce gamin, quelques années plus tard, on voyait encore plus fortement le type 8 énéagramme. Également, d'autres enfants, ben voilà, qu'on suit des années, parce que c'est pas le fait de dire, ben voilà, je vois le type d'une personne, mais c'est voir est-ce que ça perdure dans le temps. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, mais c'est quand même assez fort. C'est pas juste un type de personnalité, c'est tout un pan, toute une structure profonde de la personnalité. Qu'on soit clair là-dessus. Donc on ne change pas de profil énéagramme, et je vais même aller plus loin. Donc ça sera le 3 bis, puisque c'est la partie 3, le 3e point. Je me rappelle, pareil, c'était en 1900, j'allais dire. En 2014, j'étais intervenu à un événement d'entrepreneurs, et il y avait un autre expert qui était là, et je savais pas qu'il était passionné d'énéagramme. Je vais mettre entre guillemets. Passionné d'énéagramme depuis quelques années, et en fait il me dit, moi je suis passionné d'énéagramme, je suis type 3 et 7. Ouais, mais en fait, je suis à la base, je suis pas mal 3, mais j'ai mon 7 qui s'est beaucoup développé. Je dis, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Et en fait, bon, voilà, là pareil, c'est une autre erreur, on n'a pas 2 types énéagrammes, on n'a pas 3 types énéagrammes, on a un type de personnalité, et on a une type secondaire qui, si on s'en réfère à vraiment au fond de l'énéagramme, est-ce qu'on se réfère à l'enseignement diffusé par Claudio Naranjo, qui n'est pas n'importe qui a quand même été à la base psychiatre, qui a travaillé énormément la psychologie de la personnalité. Si on s'en réfère à d'autres professionnels qui ont suivi Claudio Naranjo, et tous ceux qui, on va dire, pas tous ceux, non, ceux qui sont sincèrement dans la recherche de l'énéagramme de la profondeur, on a un type de personnalité principale et on a un type secondaire. Et ce type secondaire, on l'appelle l'aile. Et donc, si, admettons, tu es un type... on va reprendre l'exemple de ce gars-là. Si c'est un type 3 énéagramme, ton aile, ton type secondaire, ça sera forcément le 2 et le 4, pas autre chose. Et ça sera pas le 7, ça sera pas le 9. Et si tu es type 3 énéagramme, eh bien, ton intégration, ton désintégration en situation de stress, tu pourras ressembler à un 6 ou à un 9. Mais on va pas aller chercher des types énéagrammes là où ils ne sont pas. On va pas aller inventer des théories là où finalement il y a quand même on va dire, une structure sérieuse, des fondamentaux qui ont été déjà érigés sur l'énéagramme et qui ont été surtout validés derrière. Donc là aussi, j'ai envie de te dire, prends garde à ça, parce que ce genre de choses qui sont beaucoup véhiculées parfois par certains professionnels, et c'est triste. C'est triste parce que finalement ça ne fait que plus perdre les personnes qu'autre chose. Et donc si j'en parle sur ce podcast, c'est que voilà, c'est ces genres de choses, c'est comme faire l'énéagramme de quelqu'un, c'est des pratiques que je peux pas, que déontologiquement je peux pas cautionner. Voilà. Allez. On arrive donc on a compris, on ne change pas de profil énéagramme, et encore une fois, pour nuancer ceci, et puis pour justement ce que j'essayais d'expliquer à cette personne qui était venue me voir à un séminaire, pas le dernier qui se voyait 3-7, mais la personne qui avait les bras croisés et qui me disait qu'elle n'était pas d'accord sur le fait qu'on ne change pas de type énéagramme. Pour vraiment nuancer, c'est qu'on a son type de personnalité, mais on s'améliore là-dessus. Par exemple, le français, si tu apprends ta langue maternelle, ben, tu apprends ta langue maternelle enfant,
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut faire le parallèle jusqu'au bout. Tiens, on va le faire jusqu'au bout. Tu l'apprends au début, tu connais que quelques mots et ça va être beaucoup plus facile d'apprendre d'autres langues à côté. Mais quand même, tu vas avoir ta langue maternelle qui va être beaucoup plus proche, forte. Et progressivement, tu vas apprendre une certaine forme de langage qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, tu peux très bien rester sur tes acquis, comme par exemple, utiliser les mots et les mêmes mots que tu utilisais à 10, 15 ans, quand tu as 20, 30, 40, 50 ans. Il y en a beaucoup qui le font. Ou tu peux choisir aussi, décider de voir un petit peu les subtilités du langage. Parce que c'est beau le langage. Il y a des jolis mots, il y a vraiment des choses. D'ailleurs, tu vois, ça c'est vraiment du langage pas très joli. Mais il y a vraiment plein de nuances, il y a plein de sonorités, plein de terminologies qui sont magnifiques dans une langue. Et du coup, tu vas enrichir ton vocabulaire. Et l'enrichissement du vocabulaire, elle peut se faire de différentes façons. Et donc là, si on prend la métaphore de l'énéagramme, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont avoir leur type de personnalité et qui vont rester sur la même chose toute leur vie. Et d'autres qui vont chercher à embellir, comme on embellit son langage, à embellir leur type de personnalité, voire à s'enrichir d'autres langages, d'autres façons de voir le monde et la vie. C'est-à-dire aller voir sur les profils secondaires, sur les flèches, et ainsi de suite. Donc on enrichit. Et ça c'est intéressant aussi, en termes de langue, on pourrait dire, on est obligé d'apprendre une langue secondaire ou tertiaire pour enrichir sa connaissance de langue. Non, pas forcément. On peut très bien ne parler qu'une seule langue et la maîtriser à fond. Et ça, c'est pareil sur le type de personnalité. On peut très bien se focaliser que sur son type de personnalité. Ça, c'est une subtilité supplémentaire que je te donne ici. Je t'en avais parlé il y a quelques temps de ça sur un podcast. On peut très bien ne travailler que sur son type de personnalité. On a tellement de choses à travailler qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller sur les ailes, sur les flèches. Bien sûr, ça aide, comme apprendre un langage, une seconde langue, une troisième langue, peut aider, peut améliorer sa compréhension de sa langue maternelle. Mais on n'a pas forcément besoin de le faire. Et pour garder l'allégorie jusqu'au bout, on travaille sa langue maternelle, on la travaille à l'école, on s'améliore, puis finalement à l'école on s'en fout, et puis on ne trouve pas ça important. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, on commence à utiliser des mots de plus en plus vulgaires, à utiliser un langage de plus en plus basique, de plus en plus simple. Et voire parfois, on peut voir de génération en génération un appauvrissement du langage. Et en fait, là ici on a une personne qui au fur et à mesure de sa vie elle apprend, elle évolue, mais après progressivement elle va réduire et elle va avoir un langage de plus en plus basique et vulgaire. Et là en fait c'est un peu la même chose sur type personnalité. Il y a certaines personnes qui vont évoluer jusqu'à un certain point et au fur et à mesure de la vie vont aller ce qu'on appelle se désintégrer sur leur profil. Donc ça aussi c'est le genre de choses qui peut arriver, mais on est toujours sur un travail sur sa famille de personnalité. Et deux personnes peuvent parler le même langage, le français, une personne de façon très vulgaire, très basique et très en plus c'est marrant, j'ai le mot en espagnol très un chien fome, très vilain, et de l'autre côté un magnifique langage français. Alors quand je parle de magnifique langage français, on a tendance à voir cette personne qui va parler comme ça, avec de très beaux mots. Mais parler bien une langue, c'est aussi savoir jongler entre des mots sophistiqués et aussi parfois utiliser des mots comme ce que j'ai employé en amont, comme conneries. Des mots qui sont plutôt familiers, voire vulgaires. Ça c'est intéressant aussi. Mais là, on est sur un autre sujet de digression, parce que Nicolas fait des digressions, comme tu le sais, et en même temps, on a tout le temps, on est tranquille sur ce podcast, et on va continuer, et on va aller sur la partie, justement, on va finir maintenant sur la partie la plus intéressante, last but not least in English, mon anglais n'est pas top encore, et donc je vais te redonner la phrase, c'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis j'ai changé. Depuis j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Et en fait, bon, on a compris, on m'a fait mon énéagramme, donc je dis type de personnalité énéagramme, type énéagramme, mais depuis j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Et le premier, c'est sympa, les énéagrammes. Mais on pourrait prendre, j'ai mon énéagramme, les énéagrammes. Alors ça, écoute-moi bien.
parce que je ne le redirai pas une autre fois. Et le prochain qui me fait cette erreur-là, il sera puni. Et je le fous à la porte avec un rapport de chez Monsieur Whoop. Bon, ça sera pour ceux qui connaissent la référence. Blague mise à part, oui, vous serez grondé puni si vous refaites les énéagrammes. Alors en plus j'ai mis c'est sympa les énéagrammes, parce qu'on m'a vraiment dit un jour c'est sympa les énéagrammes. Et ce mot sympa, quand on parle, tu sais, c'est un peu comme genre... T'es passionné par un sujet, tu bosses comme une folle ou comme un fou pendant des années, c'est quelque chose de sérieux, tu vois, et de sérieux, d'important pour toi. Et que quelqu'un arrive devant, ah c'est sympa les énéagrammes. Tu dis, waouh, putain. Non, c'est pas sympa, c'est plus que ça, c'est plus que sympa. Oui, ils sont gentils, ils sont rigolos les énéagrammes. Oui, si tu veux. Mais c'est pas les schtroumpfs, déjà c'est l'énéagramme, et même s'ils sont gentils, pas pourquoi j'ai sorti les schtroumpfs, l'énéagramme c'est plus que sympa, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est incroyable, c'est puissant, c'est pas juste sympa. Allez, Nicolas, calme-toi, je t'avais dit que je m'emporterais sur ce podcast. Voilà, mais d'ailleurs, si ça te plaît, ce genre de choses-là, tu me diras un commentaire ou un message ou un mail. De toute façon, les mails que j'envoie, tu peux envoyer un message. Sandy, qui s'occupe du support, me renvoie les mails quand ceux-ci sont vraiment, vraiment bien. Alors, je disais donc, c'est sympa les énéagrammes. Écoute-moi bien, on ne dit pas les énéagrammes, on dit l'énéagramme. Et pourquoi ? Et on ne fait pas mon énéagramme, on ne change pas d'énéagramme. L'énéagramme, déjà, on va reprendre le concept. Alors je comprends, vraiment, encore une fois, je rigole, je m'énerve, mais je comprends qu'on puisse faire cette erreur-là, je comprends totalement. Le but de ce podcast aussi, c'est de ne pas perdurer dans, on va dire, dans cette mécompréhension ou ce manque de connaissances sur cette discipline-là. Ce qu'il faut savoir, c'est en fait énéagramme. Donc, je comprends parce qu'en fait, on parle de 9 types de personnalités. Donc, on a l'impression que chaque type de personnalité, c'est chaque énéagramme. Parce qu'on dit aussi l'énéatype. Moi, je n'utilise pas cette terminologie-là, mais on peut voir parfois marqué énéatype 1, énéatype 5, énéatype 9. Donc, on parle des énéatypes, donc on peut parler des énéagrammes. Et d'ailleurs, tu vois, en y réfléchissant, en te parlant là, j'ai jamais employé les énéatypes. Et en fait, grand bien m'a pris de pas le faire parce que justement, c'est probablement ça qui amène à cette confusion-là. Donc, énéatype 1, énéatype 2, moi j'appelle le type 1, type 2, profil 1, profil 2, famille de personnalité 1, famille de personnalité 2. Encore une fois, j'utilise pas de nom pour les types principaux. Tu as vu, pour les sous-types, j'en parle. Je mets des noms. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, énéagramme, qu'on soit clair, c'est la figure de l'énéagramme. Pourquoi énéagramme? Parce que énéa 9 et gramma, donc gramme, ça vient du latin gramma, qui veut dire lettre, caractère d'écriture. Alors là, c'est étymologie de gramma original, du moins ce qui semblerait être, parce que c'est toujours pareil, quand on recherche, c'est toujours un petit peu plus subtil que ça. Et on pourrait dire 9 points. En fait, c'est l'énéagramme, ce sont 9 points. Donc c'est une figure à 9 points. Comme par exemple, on va parler du pentagramme. Le pentagramme, ben, tu sais, c'est cette étoile, cette fameuse étoile à 5 points. On va parler de l'hexagramme. Donc ici, on est sur des figures sur une figure à 9 points. Et donc, quand on parle de l'énéagramme, on parle de cette figure à 9 points. Et d'ailleurs, je vais même aller un petit peu plus loin. C'est pas la bonne terminologie de dire l'énéagramme. Normalement, ce dont on devrait parler, si on veut être pur au niveau du langage, donc là c'est vraiment un raccourci, on devrait parler de l'énéagramme de personnalité ou l'énéagramme de la personnalité. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, l'énéagramme, donc on a la figure, tu as la figure en tête de l'énéagramme. Si tu as cette figure en tête, cette figure déjà,
c'est un énéagramme parmi tant d'autres. Alors là, justement, les énéagrammes, ça a du sens parce qu'il y a plusieurs figures énéagrammes. Par exemple, si tu tapes sur Google énéagramme Nikola Tesla, ben Nikola Tesla, il a mis en place, il a dessiné un énéagramme qui n'est pas le même que celui qu'on utilise. On retrouve le triangle et on retrouve une liaison entre les 6 points restants au travers de l'hexagone, on va y revenir sur l'hexagone, des 6 points restants qui est différente. Donc ça, c'est un énéagramme. On peut retrouver également une autre figure, un autre énéagramme, qui est celle de 3 triangles. Donc on aurait le triangle 3, 6, 9, mais après on pourrait relier un autre triangle avec, alors que je fasse dans le bon sens, donc 3, 6, 9, donc on serait sur le 4, le 7, le 4, le 7 et le 1. Et puis après un autre sur le 2, le 5 et le 8. Bon, c'est pas évident à faire pour moi si je fais de tête. Donc voilà, tu vois, ça ce sont des figures différentes. Mais en même temps, ces figures-là s'appellent énéagrammes. De même, si on va un petit peu plus loin, pour parler de l'énéagramme de personnalité, si on prend la figure originale, du moins telle qu'elle est revenue au goût du jour, c'était au début du XXe siècle, en 1917 pour être précis, si je ne me trompe pas, entre 1916 et 1918, mais il me semble que la date clé c'est 1917, c'est Gurdjieff, qui est plutôt sur une approche spirituelle, qui a dessiné cette figure de l'énéagramme. Et si on en revient au livre d'Ouspensky, qui donc a écrit sur les enseignements, je crois que c'est enseignements perdus ou enseignements cachés, qui relate justement le temps qu'il a passé avec Gurdjieff et l'enseignement de Gurdjieff, eh bien on se rend compte que l'énéagramme tel que Gurdjieff le donne n'est pas l'énéagramme lié au type de personnalité. Donc il utilise exactement la même figure, mais pour parler d'autre chose. Donc en d'autres termes, il parle notamment des harmonies dans la musique. On pourrait très bien utiliser cette figure pour y voir aussi des liens avec d'autres approches, comme par exemple l'alchimie ou autre. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'énéagramme tel que on a Ichazo et Claudio Naranjo juste derrière, et donc quand Claudio Naranjo a sorti, on va dire, dévoilé au public, ou du moins à ses élèves, l'énéagramme, c'était l'énéagramme de personnalité. Donc on utilise cette figure pour travailler sur la personnalité en lien avec d'autres savoirs. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Encore une fois, si tu veux aller plus loin sur tous ces sujets-là, avec moi, tu as les liens dans la description, donc tout particulièrement la masterclass gratuite sur l'énéagramme. Et puis après, si tu es membre du tech, du master énéagramme, bah là on en parle largement. D'ailleurs, ce dont on parle là maintenant et ce qu'on va aborder ici juste après, c'est ce que tu vas retrouver sur le module 1 du tech énéagramme. Donc n'hésite pas à le voir ou à le revoir justement sur la figure énéagramme. Alors, justement, l'énéagramme, c'est une figure qui a 9 points, mais c'est une figure qui est un peu spéciale parce qu'on a 9 points et on a un cercle autour. Donc ça nous parle aussi, et ça aussi c'est une des choses que j'ai entendues à ce sujet, des symboles de l'énéagramme. Alors qu'on soit clair, quand on parle d'énéagramme, si on veut être puriste jusqu'au bout, comme je disais, l'énéagramme, c'est pas, comme j'ai pu l'entendre, ou des élèves ont pu me rapporter ça, c'est pas, comme je dis avec humour, c'est pas les boutons de la manette PlayStation, le rond, le carré, la croix et le triangle. Oui, effectivement, on peut traiter sur des symboles fondamentaux que sont le carré, le triangle, le rond, la croix, le pentagramme. On peut prendre également des symboles égyptiens comme la pyramide, la croix de Ankh. On peut prendre aussi des symboles plutôt asiatiques comme le yin et le yang. On pourrait également prendre la triste svastika des bouddhistes qui a malheureusement eu un destin beaucoup plus sombre. On peut travailler là-dessus. Cependant, là on est à côté de l'énéagramme. On est à côté de l'énéagramme et si on en vient au symbole de l'énéagramme, on a vraiment la figure, il y a 3 symboles clés. Il y a un rond, un triangle
et un hexagone. Et quand on relie le triangle et l'hexagone, on se retrouve avec cette fameuse figure à 9 points qui est l'énéagramme. Alors, le rond, rapidement, hein, parce que ça aussi pareil, on en parle en formation, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, on pourrait en parler d'un point de vue spirituel sur un épisode podcast, si ça t'intéresse, tu me diras, et je le ferai, peut-être, mais là il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue spirituel sur l'énéagramme. Ne serait-ce que si on prend la figure. Déjà, on va prendre, donc je vais éviter les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Il y a des choses aussi à démystifier sur ce point-là. Donc si on prend le rond, on va commencer par le rond. Le rond, c'est celui qui va désigner en fait les profils secondaires, les ailes. Donc, par exemple, à côté du chiffre 1, il y a le 9 et le 2. Donc ça veut dire que c'est le profil secondaire, ça sera soit le 9 et ou le 2. Donc et ou, parce que voilà, il y a des nuances là-dessus. Donc le rond va dire ça. Mais le rond en même temps, il peut amener aussi à cette ouverture sur l'énéagramme. Ça, j'en parle plus sur le module spiritualité du tech énéagramme. D'ailleurs, je refais cette parenthèse-là. Je fais pas quelques parenthèses dans cet épisode. Mais si tu m'écoutes, que tu es élève du tech énéagramme, tout particulièrement si tu es élève depuis plusieurs années, sache que j'ai fait donc un module spiritualité qui a été rajouté il y a à peu près 1 an. Et ce module spiritualité, donc il est sur l'espace membre. C'est ça qui est cool, c'est que pour mes élèves de formation, donc il y a certains qui sont arrivés, qui s'étaient inscrits fin 2016, on va dire, les plus anciens d'entre eux. En fait, la formation, elle évolue dans le temps. Et donc j'avais rajouté ce module complémentaire qui justement traite spécifiquement de ce cercle et de cette évolution sur la dimension du cercle. D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin avec la notion d'un cône et du type 0. Je ne vais pas aller plus loin dans ça. Donc on a une approche d'évolution qui peut se voir d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue psychologique. Et ensuite, on a 2 figures qui sont le triangle. Le triangle, donc c'est le fameux triangle qui va relier le 3, le 6 et le 9. Donc, d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il y a un lien entre ces 3 profils. Et après, à côté, les autres profils vont être très séparés et en même temps reliés. Donc, j'ai nommé le 2. Donc, on va en prendre du début. Le 1, le 2, le 4, le 5, le 7 et le 8. Et en fait, si on prend ce fameux hexagone sur lequel sont reliés ces points et la façon dont ils sont reliés, eh bien, si tu fais 1 divisé par 7, tu vas te retrouver avec un nombre qui est 0,14287142857142857. Bon, tu as compris qu'il y a une forme de récurrence vers l'infini sur cette série de nombres. Et en fait, quand tu relis les points, le 1 avait le 4 avait le 2 avec le 8 avait le 5 avec le 7 et le 7 enfin avec le 1, eh bien on retrouve cet hexagone-là. Donc c'est intéressant, cette symétrie, on va dire mathématique, qui est présente sur cette figure-là. Pour avoir été, je ne sais pas si tu le sais, à la base j'ai fait des études en tant qu'ingénieur en calcul scientifique, mathématiques appliquées, donc les maths c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement la partie arithmétique. Et en fait, voilà, donc sur l'énéagramme, on retrouve cet hexagone, on retrouve ce triangle. On a une espèce de lien aussi entre le ciel et la terre, donc je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Mais on a des subtilités qui sont présentes sur la figure qui se suffisent à elles-mêmes si vraiment on étudie plus en détail cette profondeur-là. Voilà donc ce que j'avais à dire. Donc je reprends la phrase clé. C'est sympa les énéagrammes. On m'a fait mon énéagramme, mais depuis, j'ai fait un test et j'ai changé d'énéagramme. Donc tu l'auras compris au travers de ce podcast, j'espère, et surtout j'espère que tu auras toi aussi les arguments nécessaires pour pouvoir vaincre l'ignorance, dirons-nous, au travers de cette discipline. 1. On ne fait pas l'énéagramme de quelqu'un. 2. Les tests énéagrammes, c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas bien. 3. On ne change pas de profil énéagramme. Et 4. Par pitié,
ne dites plus les énéagrammes, mais l'énéagramme ou l'énéagramme de personnalité. Et on ne dit plus mon énéagramme, mais mon type énéagramme. Sur ce, si ça t'a plu, je t'invite à regarder encore une fois pour aller plus loin les liens dans la description et à noter ce podcast sur les plateformes préférées que sont Apple Podcast et Spotify. Alors j'ai cru comprendre que certains ne pouvaient pas arriver à me noter sur Spotify. Tu me diras si tu vois le bouton pour noter ou pas. Je sais pas d'où vient ce mystère. Peut-être que c'est un mystère lié à l'hexagone de l'énéagramme. Qui sait ou pas. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Connaissance de soi. C'était Nico Pen, c'était un plaisir. Je te dis à très vite.